Alors, merci d'être ici encore une fois pour cette deuxième session. Et juste avant le long week-end, je sais que plusieurs d'entre vous, demain, probablement, c'est une journée pédagogique ou une journée de congé. C'est selon les conseils scolaires. Alors, merci de prendre le temps d'être ici. Donc, je vais débuter avec notre session et le lien, je crois, Alexandra va mettre le lien dans le clavardage pour que vous puissiez avoir accès à la session. Donc, c'est toujours moi. Et on va commencer, puis ça, je vais faire avec... on a une super belle vidéo du de notre belle province. Alors, je vais vous la montrer pendant je vais vous lire notre reconnaissance territoriale. Alors, avant de commencer cette session, je tiens à reconnaître que nous nous réunissons sur les territoires visés par les traités 6, 7 et 8, terres ancestrales et traditionnelles des Cris, des Pieds-Noirs, des Nakoda-Stoney, des Dene et de la nation métisse de l'Alberta. En quatrième année, nos élèves étudient comment les Premières Nations et les Européens ont conclu des traités, comme la ceinture Wampum à 2 rangs, pour commencer à vivre côte à côte et comment la proclamation royale de 1763 continue d'avoir de l'importance aujourd'hui par sa reconnaissance des Premières Nations en tant que premiers habitants de l'Amérique du Nord. En sixième année, nos élèves examinent la Confédération Haudenosaunee et sa grande loi de la paix, un système de gouvernance démocratique dans lequel plusieurs nations se réunissaient pour prendre des décisions par consensus. Un système qui a précédé et influencé les démocraties modernes. Ces contenus ne sont pas que des ajouts au curriculum, ils en sont le cœur. Rappelons-nous, en tant qu'enseignants, que nous avons la responsabilité d'aider nos élèves à comprendre ces histoires avec rigueur et respect. Alors, voilà, on voit des belles images de notre belle province. Malheureusement, je vais devoir l'interrompre pour reprendre ma présentation. Et encore une fois, si vous avez des questions comme la dernière fois, n'hésitez pas à lever la main avec la petite réaction ou encore à écrire dans le clavardage et ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, la dernière fois, on avait fait vraiment travailler, on avait fait plus une vision, une vue plus générale de du nouveau programme d'études. Donc, aujourd'hui, on va vraiment parler de la langue au service des études sociales. Donc, comment les verbes du curriculum en études sociales, comment ils peuvent être arrimés avec les curriculums de français langue première et français immersion. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, puis vous remarquez que j'ai utilisé des verbes pour tout est dans tout. Je pense à tout quand j'essaie de construire mes sessions. Alors, ici, Anna, on va analyser les exigences cognitives des verbes du curriculum d'études sociales avec l'aide de la taxonomie de Bloom. Trop de syllabes pour moi. Je devrais être probablement juste encore en deuxième année. C'est quoi, 2 syllabes? Ensuite, on va établir des liens concrets entre les verbes curriculaires en études sociales et les habiletés et procédures du français, soit immersion ou langue première. On va identifier des structures langagières pour que nos élèves puissent démontrer autant à l'oral qu'à l'écrit. Et on va examiner des exemples. Les plans de leçon, on va les analyser un petit peu plus en détail aujourd'hui pour que vous puissiez avoir une idée de comment les utiliser. Et quelle partie? J'ai pas tout pris, là, j'ai juste choisi quelques parties pour chaque plan de leçon par exemple, communication orale ou encore le vocabulaire, etc. OK. Je fais juste un petit retour rapide. La dernière fois, on avait parlé des compréhensions de surface et des compréhensions transférables. Ici, je vous ai mis des exemples. OK? Donc, il n'y a rien et comment on peut les utiliser juste pour que quand vous allez faire vos planifications, de garder ça en tête. C'est juste un petit retour sur ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, là, on va s'attaquer au cœur de notre session, c'est-à-dire les verbes curriculaires.
Dans le programme d'études, ben, souvent on entend les enseignants qui vont dire, faut que j'enseigne le vocabulaire, faut que j'enseigne le vocabulaire. Mais souvent on n'enseigne pas non plus les structures syntaxiques qui vont appuyer nos élèves, qui vont les aider à être capables de juste dire un mot ici et là parce que c'est les mots de vocabulaire qu'ils ont appris. Donc, il faut aussi, quand on va parler aussi de vocabulaire ou de verbes qui sont dans nos programmes d'études, ben, c'est pas seulement ce qu'ils, il faut qu'ils connaissent le mot, mais il faut aussi qu'ils sachent qu'est-ce que ça veut dire. Et on va voir plus tard comment il y a des verbes qui reviennent à travers les niveaux. Donc, on espère que si un enseignement vertical, si tout le monde enseigne qu'est-ce que ça veut dire comparer, puis qu'on commence ça en deuxième année, rendu en 4, 5, sixième année, ben, les élèves vont avoir déjà une bonne idée de ce que ça représente, qu'est-ce qu'on leur demande comme exigence cognitive. Donc, on va devenir un petit peu moins, parce qu'on le sait que nos contenus de 4, 5, 6 sont beaucoup plus denses et rigoureux. Pas que les autres ne le sont pas, mais on s'attend à un certain niveau. Donc, au moins, ça va vous enlever un peu je dirais, euh, ce stress-là, d'en plus d'enseigner l'exigence du verbe, vous allez plus pouvoir vous concentrer sur le contenu. Donc ici, c'est juste un exemple qui a été pris en sixième année. Par exemple, la démocratie. Donc, c'est pas seulement, oui, c'est certain que nos élèves doivent savoir qu'est-ce que ça représente, la démocratie, mais dans le curriculum, on utilise le mot démocratie, pas seulement dans dans la colonne des connaissances, mais aussi dans les habiletés procédures, ou comme ici j'ai ressorti, c'est comparer deux démocraties. Ça veut dire, parce que c'est ce que les élèves doivent faire, ça veut dire trouver ce qu'ils ont en commun et ce qui est différent. OK? Donc, l'élève va savoir, il sait c'est quoi, si on fait juste enseigner le vocabulaire, c'est quoi que le mot signifie, mais il ne saura pas à quoi on s'attend de lui. Alors, on parle plus de, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, des connaissances déclaratives et des connaissances procédurales. Alors, on veut vraiment que nos élèves les amener vers la connaissance procédurale. Donc, on ne fait pas que leur enseigner le verbe, on prépare aussi les élèves à la tâche. J'entends souvent, surtout quand on arrive dans les niveaux 5, 6e année où on doit justifier, argumenter, mes élèves sont pas capables de le faire. Ils savent pas comment le faire. Souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas pas simplement le vocabulaire, mais aussi les structures syntaxiques pour pouvoir s'exprimer. Donc, ici, un autre exemple concret du programme d'études. On a analysé, c'est pas juste d'écrire, OK? Donc, on veut pas juste nommer des gouvernements, on veut aussi qu'ils soient capables de les décomposer, les défaire, trouver les causes et les liens. Quand on va défendre, c'est pas juste expliquer. Il va falloir appuyer sa position sur des preuves, OK? Donc, on le sait que c'est pas juste dans le programme d'études, en études sociales, on parle ici quand on parle de différence entre faits et opinions, mais c'est aussi en sciences. Donc, comment aider nos élèves à s'appuyer sur des preuves et des preuves valides. Ça, c'est un autre défi pour nos jeunes aujourd'hui parce qu'on est tellement bombardés d'informations. Ça, c'est une chose que nos élèves doivent apprendre et nous aussi, comme adultes, de trier ce qui est vrai puis ce qui est moins vrai. Et ensuite, on va évaluer. C'est pas vraiment juste donner son opinion, mais on va évaluer les avantages, les inconvénients, puis on va avoir tiré des critères. C'est pas juste souvent les élèves vont dire ah ben moi j'aime ça. Ouais, mais pourquoi t'aimes ça? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi que t'aimes ça? OK? Parce que j'ai des ados à la maison, donc je le sais, des fois, c'est comme tirer des verres du nez pour avoir une plus grande je dirais, discussion sur un sujet. Donc, ici, on revient à un chercheur que j'aime beaucoup, Morton, qui a écrit sur les verbes curriculaires. J'ai ressorti les verbes qu'on revoit à travers les trois niveaux. Par exemple, le verbe d'écrire. OK? Le verbe d'écrire, on le retrouve dans les trois niveaux et ça va être vraiment de rendre compte avec précision. Donc, on va décrire, sélectionner des détails pertinents parce que ça va aussi avec en français quand on doit
trouver les idées principales, les idées secondaires. C'est la même chose. C'est un peu, mais là, cette fois-ci, on va leur présenter un texte qui est plus au niveau des études sociales. Donc, des fois, les textes sont très garnis d'informations qui ne sont pas nécessairement pertinentes et importantes. Donc, il faut enseigner à nos élèves comment aller chercher cette information-là pour mieux décrire ce qu'on leur demande de décrire. Comparer, évidemment, on en parlait tantôt, la ressemblance, c'est la différence. Donc, on peut utiliser des tableaux comparatifs pour le faire. Et moi, j'aime beaucoup utiliser des critères qu'on a co-construits ensemble. C'est sûr que vous bâtissez, par exemple, en cinquième année, il faut que j'utilise, quand on parle de comparer des civilisations anciennes, de l'emplacement où ils se sont placés. Donc, vous allez avoir certains critères, l'eau, par exemple, des endroits où est-ce qu'on peut faire de l'agriculture. Tu sais, il y a des choses qu'on doit utiliser, mais peut-être qu'il y a certains autres critères que vos élèves aimeraient utiliser pour aussi faire leur comparaison. Donc, ça va encore avec si on regarde les conventions linguistiques dans votre curriculum, ben, ce que vous devez enseigner, y comprend. Donc, ça, vous n'avez pas le choix d'utiliser comme critère, mais facultatif, les tels que vous pouvez choisir d'autres critères que vos élèves auront décidé ensemble d'utiliser. Au niveau d'analyser, on va faire vraiment des connexions entre des phénomènes, comment un phénomène va influencer un autre. OK? Donc, en cinquième année, ben, on le sait c'est vraiment clair, faire le lien entre le progrès en agriculture et le développement des établissements urbains. Pas juste ressortir, mais c'est qu'est-ce qui amène, qui cause ou grâce à. Et là, tantôt, quand on va regarder notre activité sur l'analyse puis l'organisateur graphique, le cause à effet, comment ça va nous aider à mettre en place et en vraiment de façon authentique nos marqueurs de relation. Parce que ça, c'est dans mon programme d'études en français, mais il faut qu'ils prennent vie. Donc là, quand je vais expliquer, quand je vais analyser, quand je vais trouver des connexions, j'ai besoin de mes marqueurs de relation. Et finalement, en cinquième année, j'ai justifié. Donc, ben, pas juste en cinquième année, 4 à 6, mais donc c'est vraiment là à partir de preuves. Et remarquez ici, là, je vous dis ça parce que tantôt je vous demande de faire une petite activité. Ils sont placés en ordre ici, du plus simple au plus complexe. OK? Donc, décrire, ça demande un petit peu moins cognitivement que justifier. Là, il faut vraiment que je connaisse mon sujet en profondeur puis que je puisse aussi avoir des critères qui sont très définis et aussi que j'ai des preuves pour justifier ma position puis comment je l'appuie. Donc, parlant de petits verbes ici, donc on va faire un tri. Ça, c'est tous des verbes qu'on retrouve dans vos curriculums de 4 à 6. Vous remarquerez qu'il y a plusieurs de ces verbes-là qui viennent d'autres curriculums aussi, parce qu'on les réutilise. Donc, ce que je vais vous demander ici, je vais vous donner une petite minute, et de penser dans quel ordre de complexité vous placeriez les verbes. Donc, on a examiner, décrire, justifier, faire la distinction, faire le lien, comparer, déterminer, discuter, opposer, étudier, déduire et évaluer. Donc, repensez à vos cours, là, si ça fait longtemps que vous enseignez vos cours d'université avec la taxonomie de Bloom, ou ceux et celles qui sont encore qui sont à l'école, j'imagine que présentement à la faculté Saint-Jean, j'imagine que vous apprenez à propos de la taxonomie de Bloom. Il devrait avoir une petite musique. Du, 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 du. Yann dit, souvent d'écrire, c'est au deuxième niveau.
Le plus bas. OK. Donc, toi, tu penses que dans la liste que j'ai mis là, c'est le verbe qui demande le moins d'exigence cognitive. Pas facile, hein? Non, Valérie a fait non. Hein? Quand je vous ai dit, Morton qui dit c'est massy les verbes, là, c'est pas facile, là. Ah, soit d'écrire ou déterminer. OK, ouais. Ah. Je me demandais lequel serait le plus exigeant. Je sais pas, moi, je pensais déduire ou faire la distinction, OK. Tu penses que justifier. c'est le plus exigeant? Ben, c'est pas le plus facile, c'est certain. OK. Mhm. Mhm. Ouais, et je vois, ah, Alexandra, tu as dit justifier. Oui, OK. parce que je me passe par rapport aussi à ma fille qui est dans ces années-là. Donc, ouais. Mhm. Oh, même Fulbert, lui, il nous a fait la nomenclature, il les a mis en a étudier, décrire, déterminer, comparer, opposer, faire la distinction, faire le lien, discuter, examiner, justifier, évaluer. OK, bon, ben, on va voir ce qu'il y en est. Donc, on a parlé un peu de ça. Donc, ici, on va mettre les verbes selon leur complexité et euh, et leur simplicité. Mais Fulbert, c'est pas juste parce qu'il a fait mon autre session d'avant pour deux et troisième année. C'est pour ça. Mais là, les verbes sont pas exactement pareils parce que deux, troisième année, c'est pas exactement les mêmes verbes, là, mais il y en a qui reviennent. Mais, OK. Au niveau avant d'aller plus loin, c'est vrai que les mêmes verbes peuvent exiger des niveaux cognitifs très différents, mais il y a un classement, mais c'est quand même quelque chose qui est une tendance générale. OK? C'est pas coulé dans le ciment, c'est pas exact. Parce qu'il va y avoir aussi ce qui suit qui va faire que si c'est vraiment complexe ou pas. Donc, mémoriser, vous autres, vous en avez pas. En 4, 5, 6 là, en études sociales, il n'y a pas de repéré. OK? Vous êtes, ça, c'est les niveaux plus bas. Donc, au niveau de comprendre, voyez-vous, là, j'ai d'écrire, étudier, examiner, discuter. Donc, c'est ce qui fait que c'est difficile de les placer en ordre parce qu'il y en a plusieurs qui se sont regroupés selon leur même niveau cognitif. OK? Euh, C'était pas, je regarde dans les, Ian, il avait dit, ah, deuxième, d'écrire, deuxième, garde, c'est bon. Ian, tu te souviens de ta taxonomie de Bloom ici, d'écrire est dans le deuxième, oui. Au niveau d'analyser, on a faire le lien, comparer, faire la distinction, opposer, déduire et déterminer. Et quand on arrive ici, au niveau de l'évaluer encore plus loin, là, on est vraiment dans le justifier. OK? Donc, justifier serait, selon ce continuum, le plus exigeant. Mais encore là, avec des pincettes. OK? C'est pas nécessairement, euh, ça va dépendre de ce dont on parle. Donc, ici, je prends le verbe examiner qu'on retrouve dans nos trois niveaux. C'est le même verbe, même niveau d'exigence. Et là, je vous ai ressorti pour chaque niveau une habilité procédure qui est en lien avec ce verbe-là. Donc, en quatrième année, on parle d'examiner les défis et les contributions des immigrants avant la Confédération. OK? Alors qu'en cinquième année, on dit examiner l'évolution des innovations provenant des civilisations anciennes. Et en sixième année, on dit examiner des groupes culturels qui sont confrontés à la discrimination au Canada. Est-ce que c'est la même chose d'examiner des contributions des immigrants dans la Confédération qu'examiner des discriminations au Canada? Est-ce que c'est le verbe le verbe, est-ce qu'il change? Est-ce que c'est le contenu qui change ou est-ce que c'est l'attente cognitive?
Je vous laisse peut-être l'écrire dans le chat et euh, est-ce que c'est la même chose? Examiner. On a le même verbe. L'attente cognitive est différente selon toi, Fulbert? Mhm. Oui, il y a l'attente, oui. Et aussi le contenu qui va changer parce qu'on regarde ce que notre élève, on va lui demander selon la quatrième année. En quatrième année, pour la contribution des immigrants, on va leur demander de mettre en relation des facteurs humains, les difficultés et un apport des groupes dans un contexte historique très situé. On le sait que c'est avant la Confédération. Donc, c'est quand on parlait tantôt de nos compréhensions, là, c'est très, très ciblé. Alors qu'en cinquième année, on va tracer un développement dans le temps. Donc, on demande un petit peu plus parce que c'est plus exigeant pour nos élèves d'avoir cette idée-là de comment quelque chose qui s'est fait en l'Antiquité s'applique encore aujourd'hui dans notre monde contemporain. Sixième année. Là, on est dans un regard critique et en plus, je dirais très sensible. On parle de choses qui sont ah oui, c'est vrai. Le défi que Yann vient d'écrire, je suis d'accord. Défi et contribution sont des concepts plus concrets que discrimination et groupe culturel. Exactement. Donc, comment on va définir les groupes culturels? Comment on va définir la discrimination? OK? Je vous suggère d'utiliser plus ce qui est légal, au niveau légal, là, pour enlever tout problème qu'il pourrait y avoir au niveau... parce que c'est quand même un sujet très, très sensible. OK? Donc, faut essayer d'être le plus neutre possible. Euh, donc, c'est quelque chose qui a porté un regard sur des réalités contemporaines et systématiques. Puis c'est plus qu'au-delà du constat factuel, OK? Parce que il y en a peut-être certaines personnes qui diraient, ben, il n'y en a pas de discrimination systémique. Tu sais, comme l'ancien premier ministre du Québec le disait lui-même, qu'il n'y avait pas de discrimination systémique au Québec dans l'appareil euh, politique, mais c'est pas vrai. Donc, voyez-vous, donc ça peut être quelque chose qui est très sensible à aborder avec nos élèves. Puis surtout, eux, ils n'ont pas encore nécessairement ah oui, c'est une valise plus lourde à déballer. Et en effet, c'est très bien dit. J'aime ça. Je vais me permettre de te l'emprunter. Ouais. Le défi lié au langage en études sociales. Ben, premièrement, on en a parlé la première fois, notre vocabulaire est très dense. En plus, on est dans une langue additionnelle ou dans une langue minoritaire, donc c'est pas comme on a beaucoup d'opportunités de toute façon à l'entendre ou à l'utiliser hors classe. Euh, ils ont pas des fois, les élèves, on entend, ben, ils sont pas capables de parler, comme j'ai dit plus tôt. Le langage, ils n'ont pas le langage pour s'exprimer. On a parlé la dernière fois de la frustration qu'il y avait tu sais, avec les textes qui sont souvent très soutenus ou qui sont difficiles à comprendre. Puis en plus, comme je dis, je me répète, on est en langue additionnelle, c'est bien plus difficile pour nos élèves, donc il faut faire vraiment un travail pour ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, pour moi, la solution, c'est vraiment d'enseigner le français et les études sociales ensemble pour qu'ils puissent se soutenir un et l'autre. Donc, le français, que ce soit en langue première ou en immersion, va venir donner les outils et aussi le niveau d'exigence, OK? Parce que ça, c'est une autre chose. Je peux pas m'attendre à ce qu'un élève même si mon verbe en études sociales, c'est justifié en sixième année, ben, il est dans une langue additionnelle aussi. Il ne sera pas peut-être capable de s'exprimer aussi bien que si je suis dans ma langue première. Donc, il y a des choses, puis il y a des attentes aussi qui sont un peu différentes par rapport au curriculum. Voilà. OK. Oups. OK. Donc, là, on va rentrer dans nos activités. Euh, vous vous souvenez, la dernière fois, on a parlé pour la quatrième année, la fresque du Canada. Donc, les élèves sont invités à travailler au niveau d'avoir chacun une position par rapport à une perspective, ce serait un mot
plus juste qu'une position, mais une perspective d'un des trois groupes ou le groupe que vous choisissez. Donc, j'ai choisi de la première étape ici pour vous montrer comment on peut travailler la communication orale et le vocabulaire. Au niveau ici, donc, ma première étape, c'est vraiment une mise en situation. Je fais une routine visuelle, de pensée visible. Je vois, je pense, je me demande. OK? Donc, on va afficher une image qui peut être Champlain et des chefs autochtones à l'époque où ils se sont rencontrés, ils faisaient des échanges, ou encore une carte de la Nouvelle-France. Donc, peu importe. OK? Je vous ai mis quelques liens, mais vous pouvez mettre peu importe ce qui serait en lien avec le, ce dont on parle. Donc, on va demander à nos élèves pardon, de regarder l'image et de nous dire ce qu'ils voient. Mais avant, il va falloir que je leur donne des bouts de phrases pour être capable de s'exprimer. Donc, ça, c'est ma communication orale préparée. Dans le programme d'études en français, on a communication orale spontanée et préparée. Préparer, c'est pas nécessairement juste de dire je vais faire un exposé oral sur la venue des filles du roi au Canada, puis explique-moi ce qui est arrivé. C'est pas ça. Oui, ça peut être ça, mais c'est pas que ça. OK? Préparer, ça veut dire que je donne à mes élèves je les prépare à s'exprimer. Donc, ça peut être des bouts de phrases comme, par exemple, dans cette image, je vois. Ça peut être aussi, selon moi, je pense que. OK? Ça paraît très simple, mais on a beaucoup de nos élèves, même en langue première, c'est pas si simple que ça. Et on a, je me demande pourquoi, si, quand. OK, voyez-vous là, mes si, mes quand, c'est important. Autant moi, j'ai de la misère en anglais des fois à mettre la préposition avec un verbe on, in, j'ai de la misère avec ça des fois. OK, parce que ça fait pas partie de, de ce que j'ai appris. Ma langue première étant le français, un verbe, c'est un verbe, il n'y a pas. Mais en anglais, souvent, nos anglophones, souvent, vont avoir plus de difficultés avec je me demande, puis ils vont nous dire tout de suite le mot au lieu de nous mettre un liant. C'est comme pourquoi, si, quand. Donc, il faut leur enseigner ça. Donc, ça, c'est la première chose que je vais préparer. Ça peut être aussi au tableau. Et le vocabulaire, on va aussi utiliser des mots transparents ou des mots de la même famille. OK? Là, ici, j'ai mis des exemples anglais. Je sais que dans le curriculum de français langue première, on n'utilise pas ça. On va utiliser plus la morphologie ou encore des mots de la même famille. OK? Parce qu'on pourrait utiliser ici les exemples que j'ai mis, là. Oups, excusez-moi, pesez sur le mauvais piton encore. OK? Euh, Ici, comme les vrais amis, le colony. OK? C'est des mots qui s'écrivent sensiblement de la même façon, seulement la terminaison. En langue première, je pourrais utiliser colonie. Les premiers Français qui sont arrivés, on les appelait les colons. Donc, c'est la même famille. Colons, colonisé, colonialisme. Encore là, j'ai la misère avec des mots qui ont plus que trois syllabes aujourd'hui. Mais, OK, voyez-vous, donc, je pourrais travailler ma morphologie à partir de ça. Voyons, j'ai de la misère avec ça. Parce que, oh, l'image est là-bas. OK, donc, et je pourrais faire l'autre chose que je dois absolument aussi, parce qu'on a beaucoup de nos élèves qui ont encore de la misère avec les déterminants masculins, féminins. Je suggère, quand vous mettez vos mots là, au tableau avec vos murs de mots par rapport à n'importe quel sujet que vous enseignez, écrivez-le, le traité. Là, il y a pas de confusion pour mon élève. Là, il va le savoir. Puis, bon, on pourrait même enseigner certaines façons là, avec la terminaison des mots là, pour aider avec les règles orthographiques. Mais quand même, c'est super important de le faire. Euh, c'est quoi qu'on entend ça? De le. Souvent, nos élèves vont dire de le au lieu de du. OK? Donc, c'est quelque chose qu'il faut, tu sais, c'est des petites choses comme ça qu'on doit euh, leur montrer et le faire de façon intentionnelle. Donc,
tout doit être enseigné de façon très explicite. Là, vous allez me dire, ouais, mais Elise, j'ai pas le temps de tout faire ça. Mais je vous dis, si vous le faites souvent, c'est comme en être parent, là, c'est le good enough parenting, là. C'est quoi? C'est 30-40% à peu près, c'est ce qu'ils disent. Puis vos enfants vont survivre, puis ils n'auront pas besoin de thérapie quand ils vont vieillir. Bon, excusez-moi, j'étais une travailleuse sociale avant, c'est pour ça que je fais ce genre de, de référence. Donc, on n'a pas besoin de faire ça tout le temps, mais là, je vous donne un exemple comment on peut le faire. Puis si on le fait assez souvent, ça va être plus facile pour nos élèves d'être capables de le transférer à à d'autres contenus. Donc ici, je pourrais demander à mes élèves, observe ici l'image. Ici, on a, bon, je pense qu'ici, ça ressemble, ils disent, en tout cas, l'image disait que c'était Champlain avec des chefs autochtones. Donc, qu'est-ce que je vois? Je pense, je me demande. Puis ici, je pourrais aussi ressortir le vocabulaire que mes élèves me donnent. OK? Puis là, après ça, on peut faire du travail parce qu'ils vont probablement vous le donner en anglais. Fait que là, vous pouvez commencer à faire le transfert avec le français. Donc, et on va, et c'est ça, la pensée visible, là, je vois, je pense, je me demande. OK? Et ici, qu'est-ce que j'ai travaillé? Parce que là, on revient à notre verbe de mon curriculum en études sociales, c'est examiner. Donc, j'ai analysé les relations entre les groupes, mais j'ai examiné, j'ai en détail. Donc, je vois, je pense, le groupe, puis là, après ça, on peut aller plus loin. Le groupe X voulait, qu'est-ce qu'ils voulaient, eux autres, les Premières Nations ou les Européens ici? Pourquoi tu penses ça? Parce que je me demande pourquoi eux, il y avait des fusils déjà. Tu sais, il y a plein de choses nos élèves pourraient se demander ou observer que nous, peut-être, on n'aurait pas vu. Donc, voyez-vous, ça, c'est en travaillant mon français, je travaille en même temps mon verbe curriculaire qui est examiné ici dans cette activité-là. Ça va? J'ai pas perdu trop de monde encore? OK. Cinquième année. Là, on est dans. Oups, il y a un petit. On fait un petit retour en arrière dans la chronologie humaine. On s'en va vers les civilisations anciennes. Et ici, le choix a été fait d'utiliser une matrice cause à effet. Donc, vous avez à l'intérieur du document, du plan de leçon, je vous ai fait trois types de matrices. Une qui est plus pour travailler la différenciation. Vous avez des élèves qui peut-être vont avoir besoin d'un petit peu plus de soutien, qu'eux, ils vont juste avoir à écrire le mot de vocabulaire, qu'on leur donne un petit peu plus de gras autour de l'os, tandis que là, je vous mets ici la version plus autonome, c'est vers quoi on tend à faire avec nos élèves. Donc ici, on va modéliser avec avec nos élèves. Vous voyez aussi que j'ai mis des marqueurs de relation qui marquent la cause parce que, en raison de, grâce à cause de. Voyez-vous, j'ai les petits de aussi là. Conséquence, donc, ainsi, en conséquence, ce qui a permis, c'est pourquoi. Puis là, en même temps, ce que ça donne, c'est que je leur donne plusieurs exemples et on devrait s'attendre, quand nos élèves vont l'écrire, qu'on ne verra pas toujours bon, OK, donc, on va leur demander, parce qu'on va l'avoir modélisé, qu'ils vont nous utiliser un petit peu plus de diversité dans leur choix de marqueurs de relation. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est que je vous donne l'exemple avec l'Égypte, OK? Donc, on doit analyser la montée d'une civilisation ancienne. Donc, au niveau de la géographie, ce qu'on sait à propos de l'Égypte, c'était situé sur le bord, ben c'est encore, situé sur le long du Nil, qui coule du sud vers le nord, et les crues annuelles déposent un limon fertile. Ah, donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les terres sont fertiles. Ça fait pousser du blé, des légumes en abondance. Ah, OK, donc une agriculture qui est fiable et nourrit des personnes. Donc, plus que je mange, plus que je vais me reproduire, OK? Donc, c'est une conséquence. Ah, mais là, j'en produis tellement
que je vais pouvoir en vendre. Ah, OK, donc, là, il va falloir trouver des moyens pour échanger ça. Donc, on va développer des routes commerciales. On avait parlé de ça la dernière fois. OK? Et qu'est-ce que ça fait? Un peuple qui est riche, il va avoir un État. Ben, il y a quelqu'un qui va décider habituellement. Ben, moi, je la veux, la richesse, fait que, on développe un système. Ici, c'était les pharaons. OK? Donc, on voit, ce sont toutes des éléments, mais ce sont des faits séparés, mais ils sont interreliés. C'est pas que des faits, ils sont interreliés. Tout va amener vers l'autre. OK? Donc, ici, en même temps, je justifie, parce que là, j'ai donné des critères spécifiques par rapport, ou des exemples spécifiques par rapport à mes critères ici qui ont déjà été déterminés. Et là, je vais faire le lien. Je vais montrer les connexions en utilisant mes causes. Pas mes causes, mes marqueurs de relation, de cause ou de conséquence. Vous voyez? Donc, mais là, attends une minute, pas fini. On va aller travailler notre grammaire en même temps. Pour ceux et celles, si vous avez eu la chance d'être l'an dernier, on a eu une série sur la grammaire 4 à 6 et avec Claude Cavillon-Lacasse et Joël Thibault de l'Université d'Ottawa. C'est des spécialistes de la didactique de la grammaire. Et une des stratégies, des approches qui avaient été proposées, c'était la combinaison de phrases guidées. Donc, ici, c'est d'utiliser, là, je vous ai ressorti 4 phrases, et là, on demanderait aux élèves en équipe de se mettre ensemble et de me créer une phrase complète. Elle va être longue, là, on s'entend, là, j'ai 4 phrases, mais en utilisant l'information qui est ici et en utilisant des marqueurs de relation, cause et de conséquences. OK? Par exemple, certains fertiles permettent de faire pousser du blé et des légumes en abondance. Un surplus permet d'échanger. Donc, je vais reprendre. Donc, en même temps, il faut que j'ai une façon aussi de comprendre l'information puis de la synthétiser et de voir, OK, qu'est-ce que je pourrais dire, ah, le Nil coule vers le sud, ça a créé. Donc, je peux utiliser tout ça puis créer une phrase avec des marqueurs de relation. OK? Les élèves, là, puis ça, je dirais que ce serait mieux de le faire en équipe ou le faire ensemble en premier pour pouvoir aider vraiment montrer à nos élèves comment le faire. OK? Donc, je peux enlever des verbes. Je vais pouvoir utiliser différentes manipulations syntaxiques aussi pour le faire. OK? Donc, je vais pouvoir, tu sais, j'ai pas besoin d'avoir 4 verbes. Tu sais, je peux utiliser 2 verbes, mais qui vont encore créer une phrase qui va se tenir, mais qui va me donner toute l'information. La seule chose que j'ai besoin, c'est que toute l'information soit là, mais pas nécessairement tous les mots. OK? Est-ce que c'est clair pour la, l'activité? OK? Donc, ça, c'est ce que je vous suggérerais que vous pourriez faire avec vos élèves. Puis des fois, on peut juste utiliser des petites bandes de papier, puis eux autres peuvent les manipuler et on pourrait le faire aussi, puis d'avoir des cartes avec des marqueurs de relation. Puis après ça, quand on va leur demander à nos élèves de les écrire eux-mêmes, ben là, ils vont avoir un visuel, puis ils vont être capables de le faire, puis d'écrire un paragraphe qui va avoir de l'allure, au lieu d'avoir juste une phrase qui dit chose, puis qui dit après, puis qui dit alors. On va avoir un petit peu plus de jus. OK? Maintenant, 6e année. Là, ça, c'est le tir à l'arc pour évaluer les systèmes démocratiques. OK? Donc, lui, je vais faire une plus grande une modélisation avec ça parce que là, on va travailler vraiment là, la compréhension de texte avec ça. Dans la 6e année, je vous ai créé des cartes de citation selon les 4 différents types de démocratie qu'on doit comparer. Donc, on a la démocratie directe qui était développée avec l'État athénien. On a la République romaine avec Rome. On a la Grande Loi de la paix avec les Haudenosaunee. Et donc, et ensuite, on a aussi la Charte des droits et libertés de la personne.
Donc, les élèves vont devoir faire, par exemple, entre Athènes et la Grande Paix, ils doivent faire comme un peu le tir à la corde, ils doivent comparer selon différents critères. Ah, ben moi, la mienne est mieux parce que, vois-tu, nous autres, on avait le droit de vote. Ah, ben quelqu'un va dire, ben moi, nous autres, c'est parce que on avait le consensus, tout le monde avait le droit de voter. Alors que c'est pas nécessairement le cas. Donc, OK, donc on va les préparer à faire ça. On va faire le petit exemple ici. Là, je sais pas. Ah, je peux pas le faire. Fait qu'il faut que je le fasse avec un plus petit. Hop, je veux pas rien acheter. OK. Parce que sinon, comment je. Parce que attends une minute. OK. Oh, comment ça marche pas bien? Parce que je veux le faire. Parce que je veux mettre mes petites. Oh, OK. Oh, attends, OK. Est-ce que vous voyez quand même? Oui? OK, parce que je vais utiliser mes petits crayons pour vous montrer comment on va faire ça. OK. OK. Bon. On va y aller ici avec mon orange, par exemple. OK? Donc, quand je vais, ça c'est la carte d'Athènes. On va travailler ici ma compréhension de texte, puis on va travailler aussi la grammaire. Comment on peut vraiment là, travailler nos informations explicites, comment la manipulation grammaticale va nous aider aussi à comprendre et on va travailler aussi la différence entre fait et opinion. OK? Tout à travers ça. Donc, ici, premièrement, je vais faire un survol. Quand je lis un texte, je dois regarder est-ce qu'il y a des paratextes, des choses qui vont m'aider à porter attention sur certaines choses. Donc, je le sais ici que on a des mots en caractère gras. Donc, on sait que c'est le titre ici. Et on a le contexte qui va nous dire que Périclès était un chef d'Athènes au moment où la démocratie directe était à son apogée, c'est-à-dire au moment où elle était au plus fort, euh, au sommet de sa force. Les citoyens votaient directement sur les lois. Cependant, seuls les hommes libres nés à Athènes pouvaient participer. Les femmes, les esclaves et les étrangers étaient exclus. OK? Ensuite, on voit pour ton évaluation, quand tu vas faire ton tir à l'air, comment tu pourrais l'utiliser. OK? Donc, j'ai fait ma prélecture, j'ai regardé mon texte, je regarde qu'il y a des éléments du paratexte qui m'informent. Maintenant, je vais aller voir ce qui est explicite dans mon texte. OK? Donc, ce qui est clairement dit. Là, notre ami Périclès, il dit clairement, notre, excusez-moi, démocratie s'appelle, notre constitution s'appelle démocratie. Donc, il vient de me le dire. Et donc, ça, je sais que c'est explicite. OK? Ça paraît bien nono, mais on a certains de nos élèves qui font pas encore la distinction entre ce qui est explicite et implicite. Puis ils doivent le faire surtout en sixième année, là. Puis quand vous pensez, là, je sais qu'on n'enseigne pas pour les tests, mais quand vous pensez que vos élèves vont être confrontés à des textes de type euh, explicatif ou encore de type courant, ben c'est super important de modéliser comment vous, comme lecteur expert, vous faites ça. OK? Donc, ici, par exemple, je pourrais utiliser, ben, je le sais que sa constitution, ça s'appelle la démocratie, donc j'ai pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Quand je regarde, par exemple, au niveau de la manipulation syntaxique, là, je vais utiliser une autre couleur. On va y aller avec le rouge. On va y aller avec le bleu. OK? Donc, ici, si je veux, par exemple, dire, on va utiliser l'encadrement. OK? Donc, on pourrait refaire la phrase ici, c'est notre constitution qui s'appelle la démocratie. OK? Donc, on le sait que le sujet, c'est la démocratie. Donc, là, ici, je vais essayer, parce que pour le reste de la phrase, je vais essayer d'effacer. Ça, l'effacement aussi fait partie d'une manipulation syntaxique que je dois faire. Donc, notre Constitution s'appelle la démocratie parce que le pouvoir est entre les mains du plus grand nombre et non d'une minorité. Quand on fait un effacement, est-ce que je peux enlever
que le pouvoir est, est-ce que je peux enlever entre les mains du plus grand nombre? Oui ou non? Est-ce que ça fait du sens si j'enlève cette partie-là de le pouvoir est? Ah, pas de problème. Euh, donc, non, je ne peux pas l'enlever. OK? Donc, ce que ça veut dire, si je ne peux pas l'enlever, voyez-vous comment ma manipulation syntaxique va m'aider à comprendre, parce qu'en sixième année, les élèves doivent faire la distinction entre un complément du verbe et un complément de phrase. Donc, puisque je ne peux pas enlever cette partie-là, OK? C'est pas comme par exemple le chat boit de l'eau, ben, je peux enlever de l'eau. Donc ça va dire que de l'eau va devenir un complément de phrase. Mais ici, je ne peux pas enlever que le pouvoir entre dans les mains d'un plus grand, dans les mains du plus grand nombre. Puisque je ne peux pas, ça devient un complément du verbe. OK? Donc c'est ça. Et là, j'utilise cette petite phrase-là pour j'envoie le message. Puis là, on va le faire plus souvent. Puis on va finir qu'on va le comprendre. OK? C'est bien plus important de faire ça de cette façon-là que de leur donner des phrases d'analyse, puis analyse-moi ça, puis mets-toi des petites flèches ou quoi que ce soit. Là, ça nous aide à comprendre que si j'enlève cette partie-là, je ne comprends plus la phrase. C'est pour ça qu'on a des manipulations syntaxiques. OK? Donc, ça, j'ai fait ma manipulation syntaxique pour me dire c'est quelque chose qui est super important. OK? Donc, en même temps, je vais aller chercher aussi maintenant ma compréhension, mais plus au niveau, on va y aller rouge, avec par rapport à mon information implicite versus fait et opinion. OK? Donc, notre ami Périclès, il nous dit que qu'est-ce qu'il nous dit, non? Il nous dit, nous sommes nous-mêmes un modèle. Oh, ici, là, la belle phrase. Nous sommes nous-mêmes un modèle pour les autres. C'est vrai, ça? Je sais pas. On va y penser. Là, est-ce que c'est un fait ou c'est une opinion? Et là, est-ce que je peux vérifier, moi, que tous les Athéniens pensaient que c'était le meilleur modèle? Lui, c'est sa perspective. Donc, puisque c'est sa perspective à lui, ça devient une opinion, c'est plus un fait. OK? Donc, c'est quand même important comme information, mais c'est sa perspective à lui. Et là, je remarque aussi qu'il a aussi utilisé ici un marqueur de relation. Notre démocratie s'appelle démocratie parce que le pouvoir est entre les mains du plus grand nombre. OK. Là, on va aller voir dans le contexte, qu'est-ce que ça veut dire ici? Est-ce que c'est vraiment le plus grand nombre? Qu'est-ce qu'il veut dire, lui? Lui, il veut dire que, euh, bon, il était un chef d'Athènes. Mais là, les citoyens avaient le droit directement de voter sur les lois. Oh, j'ai un beau petit marqueur de relation ici. Cependant, qu'est-ce que ça me dit cependant? C'est qu'il y a probablement un contre-exemple. OK? C'est un contre-argument. Cependant, seuls les hommes libres sont nés à Athènes peuvent participer. Les femmes, les esclaves et les étrangers sont exclus. Est-ce que c'est vraiment la meilleure démocratie maintenant? Parce que on le sait que cependant, mais selon la perspective de Périclès, lui, parce qu'il est en position d'autorité, lui, il pense que c'est la meilleure chose parce que lui, ça ne l'affecte pas. Donc, en travaillant ce petit texte-là, on aide les élèves à comprendre, puis on peut faire le lien avec leur vie. Si toi, tu n'avais pas le droit de voter, par exemple, on choisit de faire un party pizza, puis toi, tu n'as pas le droit de choisir le type de pizza que tu veux, parce que peu importe la raison, est-ce que tu aimerais ça? Est-ce que c'est si beau que ça comme démocratie? OK? Donc, à travers toute cette modélisation-là, on aide nos élèves à construire leurs connaissances. L'autre chose, quand je vais regarder au niveau de l'évaluation de la source, il y a une chose ici qui dit que c'est un discours qui a été adapté par Funèbre de Périclès et j'ai toujours de la misère à dire son nom, Thucydide. Lui, il l'a écrit après qu'il soit mort. Donc, est-ce que c'est vraiment une, euh, une source primaire? Non, parce que c'est pas Périclès qui l'a dit nécessairement. Puis deuxièmement, ça a été adapté. Fait que adapté, ça veut dire que peut-être que c'est pas exactement ces mots,
puis en plus, c'est écrit par quelqu'un d'autre. Voyez-vous, donc il y a tout ça. Donc, je suis en train de travailler la pensée critique. On ne prend rien pour acquis. Tout, juste un petit texte comme ça, tout ce que je peux faire avec ça. C'est sûr que je ne le ferai pas nécessairement tout le temps, tout en détail, mais c'est juste pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de grands textes pour amener vos élèves à une plus grande compréhension, à une plus grande pensée critique. Juste ça, ça nous a amené à aller plus loin. Puis dire, ah, ma source est peut-être pas si bonne que ça. Peut-être que j'aurais besoin de quelque chose d'autre pour la soutenir. Qu'est-ce que j'aurais besoin? OK? Donc, voilà. C'était un exemple que je voulais vous montrer. Oups, excusez-moi, je vais arrêter mon petit affaire ici. Voilà. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou ça va? OK. Maintenant, je vous ai créé des soutiens linguistiques. Ce sont que des ébauches, OK? Donc, si vous avez des commentaires, si vous voulez regarder, puis je les ai faites pour chaque niveau, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti toutes les, les verbes du curriculum d'études sociales. Oh, il y a une petite, j'ai vu que j'avais... Ah, oui, la même chose, oui, exactement, l'approche pareille en sciences. Ben oui, ça, ce que je vous montre, là, je le mets au contexte d'études sociales, mais ça se fait dans tout. Ça peut se faire aussi en mathématiques, lire un problème. C'est pas juste souligner le mot-clé, c'est comprendre la syntaxe d'une phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? OK? Donc, tout ça, là, ça s'applique à toutes les matières. Donc, pour faire votre soutien linguistique, j'ai sorti évidemment, j'ai pris le curriculum de français langue première, immersion, mais je vous dirais que ça s'applique aussi en langue première parce que je dirais que même, en tout cas, les échos que j'ai reçus à date, c'est que il y a c'est un petit peu avancé pour nos élèves, peut-être en immersion, donc probablement que ce serait quelque chose qui marcherait un petit peu mieux en langue première. J'ai pris aussi, il y a Murfit qui est un groupe qui est dans la région métropolitaine d'Edmonton qui crée beaucoup de ressources ou de formations. Et eux autres, ils avaient développé des cartes de tous les verbes avec des définitions. Donc, j'ai pris les définitions. Et j'ai aussi utilisé, Edmonton Catholic avait créé pour 7 à 9 en études sociales sur l'ancien programme d'études, des soutiens linguistiques, comment amener nos élèves à parler. Donc, j'ai tout mis ça ensemble, puis j'ai demandé à mon ami Claude et Aide de m'aider avec ça. Et c'est ce que ça donne ici. Donc, vous avez, par exemple, j'ai mis sorti tous les verbes. Par exemple, le verbe comparer, c'est quoi la définition? Questions à se poser ou à poser à nos élèves, les indices textuels que je pourrais enseigner par rapport à ça, et je vous ai mis des niveaux par rapport à par exemple, en développement à niveau, le vert serait plus à niveau, à quoi on devrait s'attendre et approfondir, c'est nos élèves qui sont un petit peu plus avancés, OK, qui vont au-delà de ce que les exigences du programme d'études. Mais ça, c'est des choses que on va afficher. C'est pas quelque chose qu'on s'attend à ce que nos élèves le fassent nécessairement là, de façon autonome. Mais c'est juste pour vous donner un exemple de ce genre de soutien linguistique qu'on peut offrir à nos élèves pour les aider. Et je l'ai fait pour tous les bains. Et vous avez accès à ça. L'autre chose que j'ai fait pour vous, je vous ai entendu parce que la dernière session, on a parlé OK, on n'a pas beaucoup de ressources, où est-ce qu'on va? Donc, j'ai créé ici un, une annexe qui vous donne plein. Mais c'est plus pour vous comme enseignant pour bâtir vos connaissances antérieures, mais en même temps, il y a des choses que vous pouvez utiliser avec vos élèves. Donc, je les ai mis par niveau scolaire. Par exemple, Canada Pré-Confédération en quatrième année, il y a une émission à Radio-Canada qui s'appelle aujourd'hui l'Histoire. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes que vous, je sais pas s'il y en a entre vous qui connaissez Serge Bouchard, c'est un anthropologue québécois qui a fait beaucoup de recherches puis il a fait beaucoup de choses pour rendre plus accessible notre compréhension des enjeux des Premières Nations.
Donc, lui a tout fait une série qui s'appelle Les Remarquables oubliés. Et fait étonnant, c'est des gens qui ont pas, dont on parle pas nécessairement, euh, on a comme oublié là, dans l'histoire. Mais fait étonnant, il y a David Thompson qui fait partie de ça. Pourtant, nous, en Alberta, c'est quelqu'un qu'on tend à connaître un peu plus parce qu'il vient d'ici, mais dans l'Est du Canada, on le connaît pas. Donc, il y a aussi cette perspective-là qui est intéressante de savoir d'où vient la perspective. Donc ici, il y a aussi des vidéos, l'histoire nous le dira, avec Laurent Turcot, puis c'est des choses que vous pourriez montrer à vos élèves. Et le Musée de l'histoire canadienne, il y a toutes des capsules historiques, ça fait longtemps, je pense que ça a été fait dans les années 80-90, là. Puis là, puis c'est tous les événements super importants de l'histoire canadienne, puis c'est des petits clips de 30 secondes qui passaient à la télévision. Donc ça, c'est des choses que vous pourriez montrer à vos élèves. Il y a un livre ici que j'aime beaucoup qui s'appelle A History of Canada in 10 Maps, qui est vraiment bien fait. La seule chose, c'est que, parce que moi, il y a des choses que je comparais avec ce que j'avais lu d'auteurs québécois. Il y a des choses qui sont quand même, ils ont des perspectives un peu différentes. Et l'autre chose, c'est très eurocentrique, là. Ils parlent pas beaucoup des Premières Nations, mais c'est quand même intéressant de regarder les cartes à ça. Ah, ok, tu l'as vu. Oui, c'est un très bon livre. Mais si tu aimes ce livre-là, je te suggère d'aller lire Serge Bouchard, des livres. Il a écrit beaucoup de livres, là, je ne les ai pas mis tous les liens, mais il y a une trilogie qui s'appelle, qui est basée sur les remarquables oubliés, qui s'appelle Ils ont couru l'Amérique, elles ont fait l'Amérique. Ce sont sur les femmes, surtout les femmes autochtones, dont la grand-mère de Louis Riel. Mais il y a plein d'autres femmes. Puis il y a le dernier qui est sorti post-mortem, c'était ils étaient l'Amérique, c'était sur les Premières Nations, les personnes importantes. Donc c'est très, très beau. Et aussi, quand toute la question de la francophonie à travers l'Amérique, je vous suggère ces livres-là parce que vous avez, bon, par exemple, Détroit, ça a été développé par des francophones. C'est pour ça que ça s'appelle Détroit. C'est pas Detroit, c'est Détroit. La même chose que il y a plein d'endroits en Californie, c'était francophone avant que ça devienne anglais ou même espagnol. Donc, voyez-vous, il y a plein de choses que moi, je ne savais pas. Et au niveau des civilisations anciennes, la même chose, il y a plein de liens que je vous ai mis. Ici, juste les pires moments de l'histoire de Charles Beauchesne, si vous le connaissez. Je ne me présenterai pas à mes élèves, mais c'est juste pour vous parce que le langage peut être grossier à quelque part, mais c'est très, très bien fait. C'est drôle, mais c'est très caustique. Donc, je présenterai pas ça. Si vous voulez pas avoir de plainte des parents, je ne suggère pas ça. OK? Et vous avez aussi le musée canadien de l'histoire et ici Explora, qui est aussi quelque chose qui appartient à Radio-Canada. Il y a beaucoup de documentaires historiques que vous pouvez voir là-dessus. Et la même chose au niveau pour les études sociales en sixième année. J'ai ajouté aussi Allo Prof qui ont des choses, mais au Québec, les choses qu'on voit en sixième année, eux autres les voient plus tard au secondaire. Donc, il faut s'ajuster au niveau du langage. Voilà. Donc, vous avez tous les liens. Il y a aussi pour tout le monde, Récit univers social du Québec. Encore, c'est une ressource du Québec, mais quand même qui vous donne accès à de l'information intéressante. Un autre, oui, c'est en anglais, mais si vous êtes intéressé à comprendre l'histoire des cartes, ça s'appelle Why North is Up. Et il y a des très, très belles cartes et c'est vraiment fascinant. Vous apprenez beaucoup là-dessus. Je vous le recommande fortement. Si cet été, ça vous tente de passer du temps, c'est très facile à lire, c'est des petits chapitres, ça va bien, ça va vite. Et ouais. Voilà. Donc, juste parce que là, je regarde le temps pour penser en la lumière de ce qu'on a vu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment dès demain matin? Peut-être pas puisqu'il n'y a pas d'école demain. Donc, je vous suggère quelques petits défis si ça vous le tente, de peut-être nommer avec vos élèves les verbes que vous enseignez, OK? Pour qu'ils sachent de quoi on parle, puis de quelles sont les attentes. Et la prochaine session, on va vraiment partir de texte, puis là, de texte lu, vu, entendu.
OK? Fait qu'il va y avoir des vidéos, il va y avoir et je vais vraiment modéliser comment on peut utiliser ça pour atteindre l'objectif en études sociales.